peut-être les derniers arrivants. Donc bienvenue tout d'abord, merci aux intervenants et merci à vous tous d'être présents aujourd'hui pour échanger ensemble, discuter sur les ressources à mobiliser pour financer un projet innovant. Donc ce matin, on a eu, pour certains d'entre vous, ont eu l'occasion de découvrir le financement de projets par la levée de fonds. Cet après-midi, on va faire un peu le balancier, la contrepartie et la complémentarité, avec notamment la partie financement public de l'innovation, découverte des acteurs, qui fait quoi, qui propose quoi, pour donner toutes les chances de réussite à un projet innovant. Ce que je vous propose de faire, c'est un petit tour de table pour que vous puissiez repérer chacun des intervenants à cette table, continuer sur une présentation et montrer un peu comment tout cet écosystème de l'innovation s'interconnecte et peut proposer des solutions intéressantes pour développer et supporter vos projets, et terminer ou faire la seconde partie de la table ronde et de la conférence sur des questions-réponses, où vous aurez l'occasion de poser toutes les questions qui vous intéressent et de mettre sur le grill les participants. Voilà, on va commencer par Jérôme Rousseau d'Oseo. Bonjour à tous, donc Jérôme Rousseau, directeur régional Oseo pour la région Haute-Normandie. Bonjour à tous, Marc Glita, chef du service de développement économique régional à la Directe Haute-Normandie. Bonjour, Marc Vollet, directeur adjoint à la Directe de Haute-Normandie. Nous sommes venus à deux aujourd'hui pour représenter l'État. C'est pour dire qu'au-delà de la volonté de développer l'activité économique, il y a aussi la question de l'ancrage territorial, et je représente ici l'unité territoriale de Seine-Maritime. Bonjour à tous, Nicolas Maillard-Rossignol, je suis vice-président de la région Haute-Normandie, présidé par Alain Leverne, et je suis en charge de l'emploi, de l'économie et des entreprises, donc en particulier du financement de l'innovation. Bonjour à tous, Yanniv Le Goffic, directeur de l'agence de développement économique de Seine-Maritime, donc Seine-Maritime Expansion, agence bien connue pour la prescription et l'accompagnement de tout ce qui est financement des projets de développement des entreprises. Bonjour à tous, Thierry Bapin, je suis chargé de mission et référent PME pour le pôle de compétitivité Moveo, un pôle de compétitivité sur la thématique de la mobilité terrestre des personnes et dont la vocation est de développer des projets de R&D collaboratifs entre les acteurs de la recherche et les entreprises et les établissements de formation. Et je vais terminer par moi, Laurent Machelin, je suis directeur associé, fondateur d'Ovaly, qui est un cabinet de conseil en accompagnement sur l'organisation, le financement de l'innovation autour de tout ce qui va nous concerner aujourd'hui, à la fois la recherche de fonds publics, de fonds privés, crédit d'impôt recherche, subventions, Oseo, j'en passe et des meilleurs. Je souhaitais entamer le début de la conférence. On a la chance d'avoir un élu politique parmi nous et d'avoir une vision sur le rôle qu'a la région, l'importance qu'accorde la région à l'innovation, comment la région peut supporter, outre le fait d'organiser, de participer à ce type de salon, comment la région peut supporter les projets d'innovation de start-up, de PME, de grands groupes. Voilà, je donne la parole à M. Maillard-Rossignol. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Comme je crois qu'il y a 5 interventions, oui c'est ça, je vais essayer d'être bref pour pouvoir laisser le plus possible de temps à l'échange. Pour calibrer un tout petit peu mon intervention, je vais faire un petit sondage. Parmi vous, qui connaît le portail de la région HN2E pour soutenir les entreprises? Ou qui ne le connaît pas, levez la main ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, très bien. Voilà, donc comme d'habitude, il y a du travail. Et c'est très bien, ça me permet de savoir à peu près le niveau d'information et de connaissance des gens dans la salle de ce que je vais dire. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, moi je suis vice-président de la région en charge de l'emploi, l'économie, les énergies. La première chose à dire, et si vous n'avez qu'une chose à retenir,
de mon intervention, en réalité, ce ne sont pas des mots, c'est une personne. Je vais lui demander de se lever. C'est Vincent Rochel, si vous pouvez vous lever. Vincent, qui est responsable au sein des services de la région de l'innovation et de la recherche. Donc, concrètement, tout ce que je vais dire est certainement très intéressant, mais enfin, le plus opérationnel pour vous, pour aider les entreprises ou les créateurs d'entreprises, si vous avez une demande, une question, une inquiétude, une ambiguïté à lever, contactez, vous pouvez me contacter moi bien sûr, et au niveau opérationnel et services, c'est Vincent Rochel qui chapeaute et anime l'équipe innovation et recherche de manière excellente d'ailleurs à la région. Donc c'est vraiment un contact, je crois, utile à tous ceux qui sont concernés par ces problématiques. La région Haute-Normandie, en tant qu'institution, collectivité locale, est le chef de file pour le développement économique sur un territoire. Elle a donc comme priorité, à la fois au sens juridique et au sens politique, d'animer le territoire, de soutenir les entreprises, la création d'entreprises, aussi le développement et la transmission d'entreprises, et de favoriser les facteurs qui concourent à ce développement. L'un des grands facteurs, c'est évidemment l'innovation sur le territoire. Pas uniquement d'ailleurs l'innovation technologique, scientifique, hein, la valorisation de techniques développées dans des laboratoires ou dans un milieu universitaire, mais plus généralement l'innovation au sens large, et d'utiliser cela comme un levier de développement pour le territoire avec une seule priorité pour nous qui est l'emploi, l'emploi, l'emploi. Pour quelles raisons on accorde autant de priorité à l'innovation? Pour une raison extrêmement simple, je ne vais pas détailler ça, mais tout le monde le comprend, c'est que dans la mondialisation, les atouts de la France et singulièrement de la Haute-Normandie, c'est d'abord ses savoir-faire, ses compétences, ses spécificités par territoire. Et en Haute-Normandie, on a la chance d'avoir un certain nombre d'atouts, de qualités dans des domaines particuliers. Moi, certainement qu'on en nommera, qu'on en citera quelques-uns au cours du débat. Et tout l'enjeu pour une région, pour une institution telle que la région Haute-Normandie, avec Alain Leverne, c'est ça, c'est de s'appuyer sur ces caractéristiques, sur ces atouts de ce territoire, mettre en place des outils concrets, les plus opérationnels possibles, les plus efficaces possibles pour aider les entreprises, financièrement, mais pas uniquement financièrement, il y a aussi d'autres aspects, on y viendra ensuite, même si le cœur du sujet c'est le financement, pour faciliter le développement que moi j'appelle endogène, c'est-à-dire le développement d'entreprises sur le territoire, mais également le développement exogène, c'est-à-dire l'arrivée sur le territoire d'entreprises qui n'y étaient pas auparavant. Un exemple de l'actualité, on était ce matin au Havre pour une conférence de presse avec Areva et un certain nombre d'entreprises qui sont impliquées dans le développement du secteur de l'éolien offshore, très important évidemment sur le territoire. On a la chance, et ce n'est pas uniquement dû au hasard, que la région Haute-Normandie soit une des régions pionnières, leaders dans ce domaine-là. Derrière Areva et les grands groupes que tout le monde connaît, il y a un tissu, un écosystème d'entreprises, de PME, de fournisseurs qui ont des projets, qui ont des investissements et qui sont susceptibles de venir s'installer en région Haute-Normandie, se développer en région Haute-Normandie, certaines d'entre elles n'y étant pas auparavant. Alors concrètement, la région a mis en place une feuille de route qui est publique, qui est accessible, qui s'appelle le CRDE, le contrat régional de développement économique, qui a été mis en place par Alain Leverne avec Guillaume Bachelet et moi-même en 2010-2011, qui fixe les grandes priorités de ce territoire. Et ça ne vous surprendra pas, ces priorités s'appuient sur les caractéristiques, les spécificités de ce territoire. Il y a plusieurs filières qui sont en particulier mises en avant. Il y en aurait d'autres à citer et je ne prétends pas à l'exhaustivité dans ce que je vais dire. Je voudrais quand même citer quelques exemples très forts. Il y a d'abord les énergies. Je viens de parler de l'éolien, mais on est évidemment une des régions énergétiques les plus importantes en France en termes de production. On a 2 centrales nucléaires, centrales thermiques, un certain nombre d'installations également, et de plus en plus d'ailleurs, de méthanisation, et je pourrais multiplier d'autres exemples. Une région des énergies, on a la chance d'avoir des savoir-faire dans ce domaine, on s'appuie là-dessus pour développer, et en particulier développer des filières d'avenir, je viens de citer l'éolien. Énergie, au pluriel. Automobile, et de manière générale, la mobilité, les mobilités ou l'écomobilité. En particulier avec le choix stratégique qu'a fait un constructeur qui est emblématique de la Normandie, qui est Renault, de s'orienter vers le véhicule électrique. C'est notre priorité, notre objectif politique, d'accompagner ce développement, de soutenir ce développement pour qu'il profite à l'ensemble du territoire. Mais il y a aussi d'autres secteurs qui sont également prioritaires pour nous. Je vais en citer là encore quelques-uns et ce n'est pas exhaustif.
On n'en parle pas suffisamment à mon goût, et pourtant c'est extrêmement important sur ce territoire, l'aéronautique, l'aérospatiale. On est la 3e région aéronautique et aérospatiale en France. Bien sûr, il y a l'Île-de-France, bien sûr, il y a Midi-Pyrénées, mais on est la 3e région. Et on a de grands groupes qui sont installés sur notre territoire. Safran à Hersel, au Havre, Snecma à Vernon, Thales à Imar, etc., etc. Cassidian à Val-de-Reuil. Bon. On a un tissu là encore, et là je parle des grands groupes, mais on a un tissu là encore derrière de PME qui se sont adaptés. Et ça, c'est un point absolument clé pour nous, qui ont su innover pour se mettre à un niveau de qualité, à un niveau de qualification qui leur permet d'être compétitifs dans un environnement de concurrence mondialisée et pour faire jouer cette carte-là de la qualité qui leur permet de justifier un certain niveau de prix, un certain niveau de charge, un certain niveau de développement. Sans quoi, évidemment, face à des Asiatiques ou d'autres pays émergents, c'est très difficile d'être compétitif. Donc cette exigence de qualité qui passe bien souvent par une exigence d'innovation, en particulier pour des problématiques d'export, c'est quelque chose qu'on s'attache à développer. Et on a un exemple très positif dans le domaine de l'aéronautique, de ce qu'on appelle la filière NAE, Normandie Aéroespace. On a le secteur aussi, on en parle là aussi pas suffisamment, de la chimie, pharmacie, biotechnologie. On a une filière qu'on appelle CBS, Chimie, Biologie, Santé, qui fait un gros travail là-dessus. On a la Pharma Vallée. Et là, c'est un point un petit peu particulier qui est une spécificité de cette région et dont on ne parle pas assez non plus. On a beaucoup d'entreprises, de start-up, avec des profils et des business models économiques qui sont assez risqués et assez particuliers, spécifiques, dans le domaine de la santé, qui souvent viennent du CHU de Rouen, par exemple, ou de l'université, qui se développent et qui sont accompagnés par, je veux dire, les pouvoirs publics, puisqu'il y a la région, mais il n'y a pas que la région, il y a les départements, il y a les agglomérations, en l'occurrence souvent la CREA, pour ce qui concerne, avec, là aussi, un développement de nouvelles entreprises et de transfert de l'innovation, valorisation de la recherche, à partir des établissements d'enseignement supérieur de la recherche, l'Université de Rouen, mais également l'INSA, les CIGELEC, etc., etc. Et derrière, la création d'entreprises et d'emplois. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur d'autres filières. Pour des raisons de temps, je ne vais pas m'y attarder, mais on pourra bien sûr en discuter. Quels outils, puisque c'est ça qui est intéressant, qu'est-ce que la région peut faire concrètement? Je vous ai parlé de la feuille de route, de la stratégie, c'est-à-dire derrière, qu'est-ce qu'on met concrètement en place? Quelle déclinaison opérationnelle de cette feuille de route on fait à la région? Le premier outil qu'on a mis en place, et qui est essentiel, c'est Scénari. Qui ne connaît pas Scénari? Ça va, je suis rassuré, il y a peu de gens ne connaissent pas Scénari. Agence régionale de l'innovation, mise en place à 3, avec OSEO, l'État et la région, qui est un groupement d'intérêt public, dont l'objectif est très clair, promouvoir l'innovation et soutenir l'innovation sur l'ensemble du territoire. Avec les autres acteurs et en complémentarité, il n'y a pas de caporalisme, en coordination, en complémentarité avec les autres acteurs. Ça, je crois que c'est absolument décisif. De la même manière qu'il faut aller voir Vincent Rochelle pour la région, pour tout projet innovant, il faut en parler avec Scénari, directeur Gilles Le Maréchal, président Didier Pézier. Premier outil concret qui a été mis en place, et c'est de l'argent que la région a mis avec ses partenaires, pour créer Scénari qui fonctionne bien. Deuxième outil concret, un certain nombre de dispositifs financiers, là je ne vais pas rentrer dans les détails, ça nous emmènerait trop loin, mais qui existent, qui sont utilisables, sollicitables par les entreprises pour financer des investissements, de l'embauche, des passerelles R&D pour financer la recherche et le développement sur tel ou tel projet, etc. etc., etc. Notamment le dispositif InnovRégion, que vous connaissez peut-être, qui permet ce type de financement. Là aussi, c'est un outil concret qui est adapté aux besoins et qui est, comme on dit en français, tailor-made. C'est-à-dire en fonction du projet, on va sélectionner tel ou tel outil financier avec les autres partenaires en fonction des secteurs. Quand je dis les autres partenaires, c'est OSEO, c'est la Directe, c'est éventuellement le département, etc., etc., éventuellement les pôles de compétitivité, l'État, pour ensemble financer et aider tel ou tel projet. Donc là aussi, il se trouve, pas faire l'article de la gestion de la région par Alain Leverne, mais enfin il faut quand même le dire, on peut d'autant mieux le faire qu'on a une région qui a été sérieusement gérée au plan budgétaire. Et donc, vous connaissez le contexte économique général, et en particulier celui des finances publiques. Il se trouve que dans cette région, on a une chance, qui est une chance qui n'est pas le fruit du hasard, mais qui est le fruit d'une saine gestion, qui nous permet d'avoir un certain nombre de marges de manœuvre, pas la panacée, mais quand même, un certain nombre de marges de manœuvre financières pour faire des choses concrètes pour soutenir l'innovation. Donc c'est des dispositifs financiers. Troisième aspect qui est absolument important, bon, c'est ce que nous appelons, nous, la contractualisation. C'est l'idée de dire,
les PME en particulier, qu'est-ce qu'elles demandent? Et vous me contredirez peut-être, mais je ne pense pas. Pour développer des projets, pour innover, on a certes besoin d'un appui souvent public, parce que le crédit bancaire n'est pas toujours facile à obtenir, mais on a aussi besoin d'une certaine forme de stabilité et de prédictibilité dans le temps de l'aide. C'est plus simple de monter des projets quand vous avez une certitude d'être accompagné sur plusieurs années, selon des règles qui sont plus ou moins contraignantes, mais au moins qui sont claires, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer dès le départ, plutôt que de se retrouver dans un environnement mouvant où vous devez faire de la paperasse chaque année, en gros, pour justifier tel ou tel financement, et où vous n'êtes pas sûr que les règles ne vont pas changer entre le début du jeu et la fin du jeu. Ce qu'on essaye de faire dans notre démarche de contractualisation, qui est une des conséquences du CRDE dont je parlais tout à l'heure, de notre feuille de route, c'est précisément de s'engager avec les entreprises, partie avec partie, chacun disant, pour l'entreprise, voilà, je m'engage sur tel et tel projet, je m'engage en termes de contrepartie aussi sur ce que ça emporte de conséquences en termes d'embauche, par exemple. Et du côté de la région, on s'engage concrètement sur un soutien financier, un appui en conseil stratégique, et de manière pluriannuelle et de manière certaine, de manière contractualisée. Donc c'est moins de bureaucratie pour les entreprises, et c'est plus de certitude juridique et financière pour les entreprises. Donc je vous ai parlé de scénarii, je vous ai parlé des outils financiers, je vous ai parlé de la contractualisation. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur les moyens qu'a la région d'aider les entreprises. On a des moyens modestes, mais on a des moyens concrets. Je vais en citer un dernier, j'ai commencé par ça, le portail Haute-Normandie Entreprises. Là aussi, de manière à créer, tout le monde parle de ça, une espèce de guichet unique, une façon plus simple de vous aider et d'être en interface avec les entreprises, puisque statistiquement, à l'échelle nationale, seulement 10% du tissu économique sollicite en réalité les aides publiques qui existent. Donc on est quand même confronté à un problème simple, qui est qu'il y a trop d'aides, un maquis, quelque chose qui n'est pas simple à comprendre, et qui finalement pénalise l'utilisation de ces aides par les acteurs économiques. Donc ce qu'on cherche à faire sur cette région, c'est de se mettre ensemble. On est un exemple d'ailleurs, si vous me le permettez, qui n'est pas très paritaire, mais enfin bon. On essaie de travailler ensemble, et ce portail en est une manifestation concrète, avec un portail unique qui vous permet de centraliser les demandes et de les traiter de manière unique également. Donnez-nous les informations une seule fois. Ne renseignez pas 14 fois l'adresse de l'entreprise, le numéro de SIRET, etc. etc. Bon. Ça, c'est un point qui est extrêmement important aussi. Donc, un quatrième exemple, scénarii, des outils financiers. Et puis là, ce quatrième point, le portail Haute-Normandie. Je vais m'arrêter là parce qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. S'il y a un message que je souhaite que vous reteniez pour cette séance qui se veut la plus opérationnelle possible, c'est n'hésitez pas à faire appel au pouvoir public, parce que bien souvent, on ne sait pas qu'il existe des dispositifs pour vous aider. Je vous ai cité Vincent et Scénarii notamment. N'hésitez pas à me contacter en tant que vice-président de la région. Et deux, le message politique qui est très simple. L'innovation, c'est une des clés du futur de notre région. On a un intérêt commun à la développer sur notre territoire. On est là pour vous écouter et pour vous aider. Merci. Merci beaucoup pour cette première intervention. On voit un vice-président passionné, convaincu de l'innovation. Je croyais que vous alliez dire convaincant. Convaincu et convaincant. Après, ça ne sera pas à moi d'en juger. On verra ça par les questions. L'innovation qui aboutit au développement endogène, exogène, emploi. Voilà, on a vu beaucoup de choses sur les secteurs, sur les soutiens. Finalement, heureusement qu'on n'est pas rentré plus dans les dispositifs financiers, parce que je pense que ça sera là le rôle de Jérôme Rousseau, par l'intermédiaire d'Oseo, de travailler main dans la main avec la région. On voit que les outils sont souvent des outils financiers de soutien commun. Donc je vais laisser la parole à Jérôme qui vous présentera un peu plus Oseo sous sa partie innovation, c'est très large. Et puis les dispositifs de Zéo, quelles sont les principales aides pour des porteurs de projets, et est-ce qu'on peut encore avoir accès à de la subvention? Oui, donc concernant donc les ressources mobilisables pour l'innovation, je vais rentrer dans le détail après des dispositifs Oseo. Mais avant, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire le vice-président de la région pour dire à quel point l'innovation est vraiment le cœur du sujet pour la compétitivité de nos entreprises. On l'a démontré
ces dernières années dans le cadre de la crise, toutes nos enquêtes de conjoncture réalisées chez Oseo depuis 4 ans démontrent que les entreprises qui ont innové ont été d'une part à l'international, et c'est parce qu'elles ont innové et qu'elles ont été internationales qu'elles ont mieux résisté à la crise, voire même qu'elles ont continué à gagner des parts de marché et qu'elles sont aujourd'hui en mesure de continuer à se développer, à créer de l'emploi, à créer de la richesse sur nos territoires. Donc ça, c'est vraiment essentiel à bien avoir à l'esprit. Ça a été dit, mais je pense que c'est important de le redire. Et d'ailleurs, pour Oseo, l'innovation s'inscrit dans une triptyque très forte qui est innovation, internationale, investissement. Voilà les 3 facteurs clés de succès pour nous, pour les entreprises qu'on doit accompagner dans leur développement. Alors, l'innovation chez Oseo, c'est un de nos 3 métiers, à côté de la garantie et du financement de projets. Tout d'abord, on a une approche globale de l'innovation, c'est-à-dire qu'on cherche à avoir un continuum de financement dans un projet innovant. C'est-à-dire que quel que soit l'état d'avancement du projet, l'idée pour nous, c'est de pouvoir intervenir avec des outils différents. C'est pour ça que les outils sont nombreux et permettent de répondre à des attentes particulières à un stade d'avancement, je dirais, précis. Alors, on peut intervenir à tout stade d'avancement d'un projet. On peut également intervenir pour des projets qui soient petits, moyens ou gros. Oseo, c'est pas que pour les gros. Oseo, c'est pas que pour les petits. C'est pas que pour les moyens. C'est pour tout le monde. Voilà. Ça va de l'étude de faisabilité, qu'on traite d'ailleurs avec l'Agence régionale de l'innovation Cénari. C'est-à-dire, voilà, on est au stade de l'idée, on ne sait pas encore trop ce qu'on veut faire, mais on a besoin d'un petit peu d'argent pour pouvoir regarder s'il y a une faisabilité derrière cette idée. Voilà, donc là, on va être sur une aide de quelques milliers d'euros, jusqu'à la très très grosse aide sur un programme collaboratif de plusieurs millions d'euros pour les entreprises de taille supérieure, mais qui, elles, ont des programmes d'investissement et d'innovation très structurants, avec des ruptures technologiques très fortes. Voilà. Donc on a bien un spectre très très large en termes de financement d'innovation, parce que c'est important de pouvoir accompagner tout le monde, parce que la petite idée d'aujourd'hui peut peut-être demain devenir les entreprises qu'on a accompagnées tout à l'heure avec le vice-président de la région en trophée INPI. On a vu des belles réussites, mais parfois elles sont démarrées avec une petite idée qui émergeait. Donc voilà, donc des projets à tout stade d'avancement et pour toutes les tailles. Alors, lorsqu'on rentre après dans le détail des aides, le cœur de notre activité se situe sur l'aide à l'innovation. Alors l'aide à l'innovation, c'est quoi? C'est de la subvention, c'est de l'avance remboursable en cas de succès, et c'est du prêt à taux zéro innovation. Voilà les 3 grands outils socles du financement d'un projet innovant. Qu'est-ce qu'on finance avec ces outils-là? On finance toutes les dépenses immatérielles d'un projet. Des dépenses liées à du temps passé par des ingénieurs, des dépenses de prototypage, des dépenses de premier test d'un produit, etc., etc., etc. Voilà. Tout ce que le monde financier dans sa globalité n'aime pas financer, que ce soit les investisseurs ou que ce soit les banquiers. Donc voilà ce qu'on finance, voilà les outils. À côté de ce socle de financement, de projet, pour justement pouvoir répondre aux attentes et aux besoins financiers à chaque stade d'avancement d'un projet, on a créé à côté d'autres dispositifs qui permettent de financer les projets. Je pense notamment au prêt participatif d'amorçage, qui est un prêt que l'on met en place avec la région Haute-Normandie, qui permet, une fois qu'on a financé le développement de l'innovation, qu'on est quasiment arrivé au client test, on est quasiment aux portes du marché, ce qu'on appelle parfois, en langage un peu négatif, la vallée de la mort. On n'est pas loin, là, notre projet est presque arrivé. On a besoin d'investisseurs. Mes investisseurs disent, moi, je crois en vous, mais c'est un peu trop tôt. Il me faudrait une première commande, il me faudrait un premier marché pour que je puisse valider votre projet. Eh bien, avec nos partenaires de la région, on a développé ce produit qui est un prêt participatif d'amorçage, très patient, puisqu'on est sur des durées longues. On est sur 8 ans, avec 3 ans de différé d'amortissement du capital. Ce qui permet de finaliser son projet et de pouvoir porter son projet jusqu'au client. Voilà. Et donc de pouvoir ne pas abandonner quasiment aux portes de la réussite. Premier produit complémentaire. Et puis une fois qu'on est arrivé à ce premier client et que ça marche, il va parfois falloir investir beaucoup plus lourdement dans l'industrialisation du process, dans la commercialisation de masse. Et donc là va émerger des besoins en fonds de roulement, va émerger des besoins d'investissement en équipement, voire en immobilier.
Et donc là, on va prendre le relais avec l'activité cofinancement et garantie d'Oseo, qui va permettre d'apporter des garanties aux investisseurs, puisque Oseo garantit des structures de fonds propres qui ont été labellisées par Oseo, permettre également de garantir des prêts bancaires qui vont permettre de financer le besoin en fonds de roulement, financer les équipements qui vont permettre de produire les nouveaux produits, permettre également d'accompagner en trésorerie. Si jamais on travaille des grands comptes, on peut également accompagner en finançant le cycle d'exploitation, mobilisation du poste client. On va pouvoir également accompagner l'entreprise si elle veut assez rapidement s'internationaliser avec des produits de financement à l'international. Je pense aux prêts participatifs export. Voilà. Derrière, on va chaîner tout un dispositif de financement et d'accompagnement de l'entreprise pour lui permettre de toujours lui mettre du carburant dans le moteur pour continuer à avancer et qu'elle ne s'arrête pas. Voilà. On a également la possibilité, je reviens un peu en arrière parce que j'ai oublié de le dire, de qualifier l'entreprise FCPI, ce qui permet d'accéder à des investisseurs qui souhaitent rentrer dans des entreprises innovantes. On peut également accompagner l'entreprise sur l'aspect crédit impôt recherche. Je voulais terminer par ça parce qu'on parle de beaucoup d'outils de financement. Oseo en a, la région en a, l'État en a, tout le monde en a. Ne perdez pas de vue que le premier financement de l'innovation en France, c'est le crédit impôt recherche. C'est le premier budget de l'État. Donc ce serait dommage de s'en passer. Donc lorsque vous êtes sur un projet d'innovation, posez-vous tout de suite la question, et pas seul, entourez-vous pour savoir si votre projet rentre dans le dispositif crédit impôt recherche. Parce que c'est relativement simple, c'est générateur de ressources importantes. Et donc nous, dans ce cadre-là, on peut vous accompagner en menant une procédure de rescrit. C'est-à-dire qu'avant de démarrer le programme, on regarde avec vous s'il respecte les critères d'éligibilité au sens fiscal, ce qui permet de se protéger du risque fiscal. Et derrière, pour les ETI, la capacité à financer le crédit impôt recherche. Donc vous voyez, une palette d'outils très large qui permet à chaque stade d'avancement d'un projet d'innovation de pouvoir essayer d'apporter une solution à l'entreprise, mais surtout lui apporter un financement, partager le risque avec l'entreprise, partager le risque avec l'entrepreneur, parce que c'est vraiment une prise de risque que de se lancer dans un projet d'innovation. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les outils Oseo. Merci beaucoup. Donc, on voit la palette large d'Oseo. Jérôme Rousseau parlait de tous les stades d'intervention, de la PME à la moyenne entreprise, au grand groupe. Ça, c'est plutôt parler de manière individuelle, mais il y a un point très important aujourd'hui quand on parle d'innovation, c'est parler de projets collaboratifs qu'Oseo accompagne, et, en partenariat souvent dans l'écosystème de l'innovation avec les pôles de compétitivité qui jouent un grand rôle dans la mise en réseau, dans les projets collaboratifs, dans le partage et le développement de la connaissance. Je vais laisser la parole à Thierry Bapin de Moveo, oui, qui va vous présenter un peu le rôle des pôles de compétitivité dans le soutien à l'innovation, soutien pour le coup au sens large. Merci. Alors effectivement, nous, au niveau des pôles de compétitivité, on ne détient pas les cordons de la bourse concernant le financement de vos projets. On va être plutôt un facilitateur dans l'émergence, dans l'expertise de vos projets, dans la mise en relation avec les bons partenaires à la fois industriels, les bons partenaires à la fois académiques ou scientifiques. Et ça, c'est vraiment le cœur des pôles de compétitivité. Donc, juste pour ceux qui ne connaissent pas les pôles de compétitivité, leur vocation première, c'est de faire travailler ensemble, de mettre en relation ensemble les acteurs de la recherche et les grandes entreprises et les PME pour créer de la valeur ajoutée sur une thématique donnée et pour des territoires donnés. Nous, au niveau de Moveo, notre thématique, c'est la mobilité terrestre des personnes. Donc, derrière, ce sont les secteurs automobiles et le secteur des transports collectifs qui vont être plus particulièrement visés par les projets qui vont être développés au sein du pôle. Et nos territoires, ce sont la Haute-Normandie, la Basse-Normandie et l'Île-de-France. Aujourd'hui, le pôle, en quelques chiffres, c'est 340 membres, c'est plus de 170 PME, c'est 77 à peu près grands industriels. Donc vous allez retrouver, si on parle des grands industriels, les Renault, PSA, Valeo, Continental, Bosch, donc les acteurs de ces domaines d'activité et de ces secteurs industriels. Et puis,
un des aspects importants, c'est beaucoup de PME qui sont dans les pôles, beaucoup de PME à forte valeur ajoutée, soit, je dirais, en termes d'innovation, de capacité d'innovation, techno-provider ou PME qui peuvent être issues de laboratoires, mais également des PME avec des savoir-faire spécifiques en termes de compétences techniques, puisque lorsqu'on parle d'innovation, derrière, il faut se poser aussi la question de l'industrialiser, de pouvoir la mettre sur le marché, et donc en termes de fabrication, il faut également avoir recours à des compétences très, très spécifiques. Alors ce que je voulais vous dire au niveau de l'activité des pôles, c'est effectivement lorsque vous avez un projet qui est dans la thématique du pôle de Moveo, mais je veux dire, ce que je dis c'est aussi valable pour les autres pôles de compétitivité qui sont sur le territoire au Normand, à savoir Novalogue pour la partie logistique et Cosmétique Vallée. C'est qu'il ne faut pas hésiter à venir nous voir, à la fois pour avoir un premier retour sur, en termes d'état de l'art du projet par exemple, en termes d'identification de vos besoins, pour vous faire gagner du temps dans vos développements. S'il y a des verrous sur lesquels vous avez des questions ou des interrogations, on peut être en mesure de trouver le bon expert dans les différentes structures au niveau du réseau pour vous conseiller, pour vous donner certaines clés de lecture. Donc ça, c'est un des points importants dans la phase amont du projet. S'il y a besoin d'un complément, effectivement, d'information, enfin d'état de l'art, de vision, on travaille évidemment avec Oseo sur tout ce qui va être en termes d'outils financiers pour vous permettre de financer des études de marché, pour avoir un premier je dirais, horizon sur le produit. Et puis l'intérêt, c'est effectivement derrière de pouvoir avoir accès potentiellement à vos futurs clients au sein du pôle, qui peuvent être des équipementiers, des rangs 1, des rangs 2, voire des constructeurs dans certains cas, et de voir si effectivement votre idée, votre projet s'inscrit bien dans la stratégie de votre client final, puisque vous pouvez avoir une idée ou un produit qui peut être très, très performant, mais si ça ne rentre pas dans la roadmap techno du grand donneur d'ordre, du client final, vous avez très peu de chances derrière de trouver le marché. Donc ça, c'est aussi un des points importants sur la veille, et de pouvoir avoir la vision des acteurs qui sont à la tête de ces filières industrielles. L'autre point que je voudrais également souligner, c'est qu'on parle financement de l'innovation, donc subventions publiques, aide à l'innovation en termes principalement de subventions, mais je dirais la première manière de pouvoir financer l'innovation, c'est de développer du chiffre d'affaires. Donc c'est d'avoir des clients. Et au travers de l'écosystème qu'on arrivait à construire au niveau du pôle, on est en mesure également de pouvoir mettre en relation des entreprises pour pouvoir leur permettre d'avoir une offre qui soit plus importante en termes de contenu, de richesse, donc des partenaires complémentaires pour être ensuite en mesure d'aller voir des industriels, des grands donneurs d'ordre, non pas en tant que PME de 10 personnes, mais en tant que groupement d'entreprises ou en tant que représentant de plusieurs compétences techniques ou scientifiques. Je citerai deux exemples en termes de réalisation. Il y en a une qui est sur le territoire au Normand, qui est la création du GIE Everest Team, qui regroupe aujourd'hui 8 structures majoritairement basées sur le technopole du Madrier, et qui se sont regroupées pour avoir une offre de valeur beaucoup plus forte sur la thématique du groupe motopropulseur, et être en mesure de pénétrer des marchés sur lesquels ils n'étaient pas. On parle notamment sur le marché allemand quand on est au niveau automobile, et puis également d'avoir plus de visibilité par rapport aux grands constructeurs. Ça, c'est un premier exemple. Aujourd'hui, ce GIE, il a créé un emploi, il vit sa vie. Il est dans des projets également toujours de R&D au niveau du pôle, et il développe son chiffre d'affaires. Un autre exemple qui est un peu plus récent et qui est sur la région parisienne, on a mis en relation, on a favorisé le rapprochement entre des entreprises de la mécanique et des bureaux d'études pour être en mesure pour que ces entreprises puissent être en mesure de présenter une offre donc à plus forte valeur ajoutée à des grands comptes, et également être plus facilement repérable par des investisseurs. Donc ça s'est manifesté comment? D'une part par la création d'une ESA pour représenter ce groupement, et derrière on a pu valider l'approche, l'ingénierie financière qu'il y a eu, je dirais, autour de ce montage vis-à-vis d'investisseurs et vis-à-vis de grands comptes, puisqu'on était en mesure de présenter cette offre-là à un grand équipementier.
Donc ça, c'est aussi, je dirais, la force des pôles en termes d'écosystème, de pouvoir mettre en relation, trouver le bon partenaire, vous faire gagner du temps dans vos développements et du temps sur le time to market. Ça, c'est également important. Et derrière, sur les projets de R&D, de faciliter leur financement. Financement donc, soit par Oseo, soit par l'État, soit par la région, puisque vous le savez aussi, l'appel à projet énergie était également un appel d'air pour toutes les entreprises innovantes du territoire. Donc là aussi, le fait d'avoir la labellisation d'un pôle et donc justement ce retour d'experts du secteur d'activité à la fois industriel et à la fois académique, c'est un plus pour les dossiers et pour faciliter les subventions. Voilà ce que je voulais vous dire dans un premier temps. On va continuer notre liste des acteurs. Il y a de nombreux acteurs qui favorisent, qui soutiennent l'innovation. On a vu des acteurs qui sont, on va dire, reconnus et connus au niveau national, les pôles de compétitivité, Moveo, Oseo, la région. Il y a des acteurs locaux également qui sont très importants, qui permettent de mettre en réseau au niveau local, territorial. On a la chance aujourd'hui d'avoir Yaniv Le Goffik, qui est directeur général de Seine-Maritime Expansion et qui joue aussi un rôle essentiel dans le développement de l'innovation, innovation aussi au sens large, innovation technologique et développement des sociétés innovantes, peut-être sur le territoire et plus que le territoire. Alors, en effet, nous sommes l'agence du département de Seine-Maritime. Nous sommes une agence de développement économique. Une agence généraliste. Nous travaillons sur tout ce qui est projet d'entreprise, projet de développement. Nous ne travaillons pas sur la création d'entreprises puisque les consulaires ou les plateformes d'initiative locales y travaillent, mais on verra sur un certain nombre d'exemples que nous finissons par travailler sur certaines créations d'entreprises innovantes. Et bien évidemment, sur la plupart des projets que nous traitons, il y a une dimension de l'innovation. Alors, la première chose pour laquelle nous sommes connus, c'est la prescription, la promotion des dispositifs d'aide publique et privée. Et comme le disait Moveo, le gain de temps que nous pouvons faire gagner aux chefs d'entreprise est très important, de manière à ce qu'ils repèrent très rapidement quels sont les bons dispositifs sur lesquels il faut qu'ils s'investissent. Et donc, on va s'investir auprès de lui pour lui faciliter le travail, pour faire en sorte de lui faire gagner du temps dans le montage du dossier, pour faire en sorte que son business plan corresponde, par exemple, à la demande de contractualisation sur 3 ans de la région. Et donc, nous sommes là comme prescripteurs et également, parfois, co-instructeurs de ces dossiers d'aide publique. Mais nous intervenons, alors les aides publiques propres à l'innovation, bien entendu, il y a les PTR, c'est des aides pour formaliser le projet innovant qui sont diffusés par Scénarii. Donc nous accompagnons le chef d'entreprise vers ce type de dispositif, les dispositifs d'Oseo, les dispositifs de la région. Nous intervenons également sur un certain nombre de dispositifs privés, dont je parlerai tout à l'heure, sur la revitalisation, qui est une capacité de pouvoir financer un certain nombre de projets d'entreprise, y compris des projets innovants, et puis le fonds mutualisé de revitalisation qui vient d'être créé, sur lequel je finirai. Mais nous intervenons également auprès du chef d'entreprise, puisque nous sommes dans le terrain, dans l'entreprise pendant 5 à 6 jours par dossier, pour faire en sorte que l'entreprise, si elle a un besoin en capital risque, puisse se connecter avec l'ensemble de l'offre qui existe, non seulement au niveau local, mais au niveau national et dans le domaine de préoccupation de l'entreprise. Nous avons innové également ces 2 dernières années en organisant pour des entreprises innovantes des tours de table bancaires. Parce que nous avons remarqué que lorsqu'une entreprise innovante s'implantait sur notre territoire, elle n'était pas forcément maillée avec la connaissance des acteurs bancaires et elle pouvait perdre 6 à 8 mois de production tout simplement parce que le tour de table des banques se faisait long et les décisions prenaient du temps. Donc aujourd'hui, pour des entreprises fameuses comme PlugUp, Biocar, etc., nous avons organisé des tours de table qui leur ont fait gagner énormément de temps.
En l'espace de deux demi-journées, on rencontre six banques et les banques, elles y vont seules ou elles y vont en groupement bancaire. Bien sûr, nous le faisons de manière exceptionnelle parce que on n'a pas lieu de remplacer le rôle de la relation entre le chef d'entreprise et ses banques. Là où nous rencontrons beaucoup d'innovations, c'est dans notre prospection nationale et internationale dans le domaine des green tech. En effet, depuis peu, même dans quelques semaines, nous serons désignés par la région comme pilote pour la prospection internationale sur les green tech en collaboration avec l'ADR, Rouen Développement, de manière à pouvoir représenter pour le compte du niveau régional le territoire, l'offre du territoire et faire en sorte de capter un certain nombre de projets internationaux qui seraient susceptibles de venir s'implanter sur notre territoire, sachant que les green tech, c'est un domaine de compétences sur lequel nous avons évidemment là des partenariats très importants avec Moveo, avec alors les green tech, c'est les technologies vertes, donc c'est les motorisations propres, c'est les véhicules électriques, c'est les nouvelles technologies de l'énergie, etc. Notre rôle à ce moment-là, c'est encore un rôle de facilitateur et de metteur en relation. Alors nous, on appelle ça cross-fertiliseur, mais c'est un mot qui est un peu un gros mot. On met en relation le projet de l'entreprise, et certains projets que je vois dans la salle les connaissent bien, avec les laboratoires locaux, avec les entreprises locales, l'ensemble des compétences, les pôles de compétitivité, Moveo, Novalogue, du territoire, pour faire en sorte que très vite, les projets rencontrent les bonnes compétences sur le territoire. De la même façon, nous allons leur faire rencontrer la bonne offre sur le territoire, qu'elle soit immobilière, foncière, ou qu'elle soit proximité. Bien évidemment, le Madrier, qui est tout proche du Zénith ici, est une zone dédiée aux technologies innovantes et la réunion des grandes écoles, des laboratoires et des entreprises high-tech fait qu'il est très intéressant de pouvoir implanter une entreprise ici. Donc cette offre de territoire, nous la faisons de manière à pouvoir vendre le territoire et attirer le maximum de projets innovants possibles pour le territoire. Notre relation à l'innovation fait que nous sommes membres de Cénari et nous sommes membres de l'IMR, l'Institut des matériaux de Rouen, en tant que véritable partenaire. Au sein de Cénari, nous faisons partie du réseau technologique des développeurs. Et donc, chaque fois qu'il y a, par le biais de Cénari, c'est assez intéressant, une idée, un besoin, un manque, on peut interroger un regroupement de, je ne sais pas, 50 ou 80 personnes ressources qui sont dans tous les labos et qui sont susceptibles de pouvoir répondre du tac au tac à un besoin d'innovation, une problématique technologique qu'il y a lieu de résoudre. Et donc, il y a, par le biais de Cénari, une capacité de réactivité du territoire très intéressante. Pour le compte de Cénari, nous faisons également, puisque nous avons, comme je vous l'ai dit, un rôle d'agence de développement économique classique d'un territoire, eh bien, nous sommes aussi, pas seulement à Rouen ou au Havre, nous sommes aussi sur tout le reste du territoire et le territoire rural. Et nous sommes dans les entreprises, mais aussi les TPE, les toutes petites entreprises, qui ont un problème vis-à-vis de l'innovation et sur lesquelles nous faisons, pour le compte de Cénari, un vrai travail de diffusion de la culture R&D. Quand les entreprises sont issues de l'université ou sont proches des laboratoires, proches des grandes écoles, il y a une habitude de travail sur l'innovation. Quand elles sont éloignées d'un point de vue territorial et qu'elles sont petites et donc que la culture de la R&D n'est pas imprégnée au sein de l'entreprise, il y a lieu de pouvoir faire une diffusion de ce type d'information qui est extrêmement utile sur les petits territoires de Seine-Maritime et notamment en milieu rural. Voilà, je voulais terminer sur le fonds mutualisé de revitalisation, et ça fera un lien avec les services de l'État avec lesquels on travaille main dans la main. Il a été créé sur le territoire de la Seine-Maritime à l'occasion de la revitalisation. Alors la revitalisation, c'est des grands groupes qui ferment un site, qui suppriment un certain nombre d'emplois. La revitalisation a vocation à recréer ces emplois. Et donc, il a été décidé sur ce territoire une innovation, c'est-à-dire de mutualiser un certain nombre de fonds de cette revitalisation pour créer un dispositif
avec de l'argent privé, donc un dispositif privé qui est piloté par des chefs d'entreprise et qui a vocation à aider par des avances remboursables les entreprises qui souhaitent se développer, des avances remboursables de 10 à 100 000 euros. Et donc, c'est quelque chose qui a commencé fin 2011, qui a très bien marché sur toute l'année 2012. Et il y a un fonds de l'ordre de 2,5 millions qui est aujourd'hui à disposition de projets d'entreprise, innovants ou non, mais bien entendu, nous serons attentifs à l'innovation. Et l'originalité de ce dispositif nous a permis d'investir 500 000 euros, et la région également 500 000 euros, dans un dispositif qui est un véhicule de capital développement en amorçage, qui s'appelle Croissance et Proximité. C'est un outil de NCI Gestion et qui va permettre ainsi, avec les 500 000 du FMR et les 500 000 de la région, de pouvoir intervenir sur un certain nombre d'entreprises innovantes en Seine-Maritime en amorçage. Donc voilà, on voit que le partenariat, la boucle est bouclée. Nous sommes, nous, au sein des entreprises, nous travaillons pour le compte du département, de la région, nous travaillons avec l'ensemble des partenaires. Et c'est vrai que c'est un territoire qui a une capacité à attirer et à accrocher des porteurs de projets innovants. Et sachez qu'en tout cas, toutes les cartes de visite de ce tour de table vous seront très utiles pour pouvoir vous faciliter la vie dans votre connexion au réseau. Merci. Merci beaucoup. On va faire un peu le grand écart entre Seine-Maritime Expansion et finalement ce que vont nous dire Marc Vollet et Marc Litta de la Directe. Mais voilà, on voit bien qu'il y a une politique en faveur de l'innovation en France, au niveau régional, au niveau local, territorial, départemental, le crédit d'impôt recherche au niveau de l'État, au niveau national. Il ne faut pas oublier aussi qu'on est dans un environnement européen, bien ou mal, mais un environnement européen qui œuvre beaucoup aussi en faveur de l'innovation et qui a des programmes cadres ou moins cadres, des programmes en faveur de l'innovation au niveau européen avec des fonds européens qui sont pour l'instant gérés par la Directe. Et donc effectivement, messieurs Vollet et Litta pourront nous en parler un peu plus, notamment au niveau des programmes opérationnels FEDER. Oui, le sujet a été un tout petit peu défloré par Yann-Yves Le Goffin, qui est celui de la revitalisation. Le législateur a entendu très explicitement désigner l'État. Vous savez que depuis la refonte générale des politiques publiques, l'État a de plus en plus un rôle d'ensemblier. Néanmoins, le législateur a entendu très explicitement désigner le préfet de département comme pilote des processus et des conventions de revitalisation. Ça veut dire qu'on a trois aspects. On a un aspect État régalien qui va imposer à un groupe d'au moins 1000 salariés ou à une entreprise appartenant à un groupe d'au moins 1000 salariés et qui détruit de l'emploi sur un territoire de se mobiliser et de mobiliser des fonds pour retrouver ces emplois perdus. Un État négociateur, puisque la convention de revitalisation qui va être conclue avec une de ces entreprises ou un de ces groupes résulte d'une véritable négociation quant au contenu de la convention, des objectifs qu'on va y mettre et du temps. Et puis un État développeur économique, pas tout seul bien évidemment, aux côtés de la région, du département, des communautés d'agglomération et puis aussi des communautés de communes pour que l'ensemble du territoire soit bien maillé en termes de couverture géographique. Alors, ces conventions de revitalisation, il y en a en gros une vingtaine dans le département de Seine-Maritime qui sont vivantes. Elles ont pour objectif de créer de l'emploi. C'est véritablement créer de l'emploi. Alors, si par ailleurs, cette création d'activité ou d'emploi résulte ou précède ou accompagne un processus de développement de l'innovation, c'est tant mieux. Hein, c'est tant mieux. L'objectif étant de créer de l'emploi, c'est-à-dire dire à l'entreprise, vous avez des responsabilités sociales et pour ça, vous avez une obligation dans la loi qui est celle d'assurer le reclassement des salariés, mais vous avez aussi une obligation, j'allais presque dire citoyenne, qui est de recréer, de mobiliser des fonds permettant d'aller rechercher de l'emploi et de développer de l'activité économique. Alors, ça prend plusieurs aspects qui peuvent être intéressants pour l'entreprise, pour les entreprises. D'abord, la cible, c'est plutôt, c'est le résultat d'études qu'on a faites et de monographies, c'est plutôt de la PME et de la TPE. C'est ça, très clairement. Hein, c'est la PME et la TPE, pour la Seine-Maritime en tout cas, c'est vraiment l'objectif.
Ça consiste en quoi? Ça peut consister à accompagner une entreprise, Yannick Le Goffy en a parlé un petit peu tout à l'heure, dans son business plan, avoir une capacité d'expertiser, d'accompagner le chef d'entreprise dans la définition de ce que peut être son business plan. Ça peut être aussi la mobilisation de prêts bonifiés, avec bien évidemment la recherche d'un effet levier lui permettant de s'adresser à son banquier avec un certain nombre d'autres garanties que les seules qu'il pourrait apporter lui-même. C'est du développement économique endogène ou exogène. Le développement exogène étant un petit peu plus compliqué parce que le temps de l'entreprise n'est pas nécessairement celui du temps de la convention. Pour autant, on a réussi ici ou là quelques projets intéressants d'implantation d'entreprise, mais ça se heurte à d'autres difficultés qui sont celles notamment de la mise en concurrence des territoires avec des entreprises qui ont été ciblées et qui mettent notamment le territoire de l'agglomération rouennaise en concurrence avec tel ou tel autre. C'est un petit peu compliqué. Mais l'agglomération rouennaise a aussi de beaux talents et de beaux atouts. Hein. Ça peut être aussi de l'aide à l'export. Et puis, alors ça marche aussi très fort, la mise à disposition de compétences. Ça veut dire que des grands groupes, et je ne vais pas dévoiler de grands secrets, il y a 2 conventions de revitalisation qui sont conclues pas très loin d'ici, l'une avec Renault et l'autre avec Schneider Electric Gardi. 2 conventions de revitalisation qui prévoient la mise à disposition de compétences. C'est-à-dire qu'on va demander, dans le cadre de cette obligation de revitalisation, à des cadres, à des techniciens supérieurs de ces 2 entreprises-là, d'aller accompagner des PME, d'aller accompagner des TPE dans leurs projets de développement, dans leurs projets d'innovation, dans leurs projets de recherche à l'export. Et cet effort-là, consenti par les entreprises assujetties, va être valorisé en termes d'emploi. C'est-à-dire qu'à une entreprise qui va supprimer 300 emplois, on va lui dire dans les 24 mois, il va falloir recréer 300 emplois. Voilà, vous avez fait disparaître 300, l'État vous demande d'en recréer 300. Alors ça peut être de la création, ça peut être de la valorisation, et la mise à disposition de compétences a une valeur qu'on va valoriser dans le cadre d'un comité de pilotage auquel participe bien évidemment piloté par l'État, auquel participe bien évidemment l'entreprise assujettie, mais aussi les partenaires que j'ai cités tout à l'heure, le conseil régional, le conseil général, les chambres de commerce et d'industrie, ne les oublions pas, et puis les agences de développement économique et les finances publiques, parce qu'ils y ont aussi un intérêt. Et puis dernier point, ça peut être aussi l'aide à la création d'emplois directs, c'est-à-dire qu'une TPE, une PME qui dit j'ai un projet de développement et j'ai besoin d'être accompagné pour définir ce que peut être mon business plan, mais aussi pour définir ce que doivent être ou ce que pourraient être mes profils d'embauche et aidez-nous à y voir un petit peu plus clair, c'est aussi par le biais des conventions de revitalisation. Donc je clôture tout ça pour dire qu'assez singulièrement, on a beaucoup parlé de fonds publics tout à l'heure, c'est à l'État et que très modestement, Marguerite et moi représentons autour de cette table ronde, que nous parlons de fonds privés. Il s'agit bien de fonds privés, hein, Yannick Le Goffy l'a dit tout à l'heure, il s'agit de fonds privés qui ne sont pas à la main de l'État, qui sont à la main de l'entreprise assujettie, et qui a tout intérêt à satisfaire l'obligation qui est la sienne. Et il appartient donc aux cabinets qui auront été désignés dans la Convention et de plus en plus aux développeurs publics de reprendre la main et d'accompagner ces projets. Voilà, je passe la parole à Marguerite sur d'autres fonds qui là sont plus publics. Oui, merci. Donc, je vais vous parler un petit peu donc je vais parler des fonds européens. Je vais dire juste un tout petit mot avant du service de développement économique régional de la Directe. Donc, c'est un service qui a vocation régionale et qui a 2 missions qui ont toutes les 2 trait aux petites et moyennes entreprises et aux ETI. On ne suit pas les grands groupes. La première mission, ça va être la connaissance du tissu économique pour assurer à l'État une bonne connaissance des entreprises et faire remonter, le cas échéant, les problématiques qui nous seraient rapportées par les chefs d'entreprise. Et ensuite, 2 missions beaucoup plus opérationnelles. La première, c'est le suivi des entreprises en difficulté aux côtés du commissaire au redressement productif qui a été nommé récemment dans la région. Et la deuxième, qui est favoriser le développement de l'innovation en région. Donc, pour ce qui concerne les aides publiques individuelles aux entreprises, ce n'est plus l'aide directe qui s'en occupe, c'est la région, les collectivités territoriales ou OSEO. En revanche, nous travaillons toujours sur les actions collectives, donc tout ce qui va être porté par des associations d'entreprises, les filières, les pôles de compétitivité,
pour le développement de projets innovants créateurs d'emplois. Donc ça peut se faire avec des fonds de l'État ou avec des fonds européens, ce qui nous amène aux fonds européens dont on parlait tout à l'heure, qui sont les fonds européens FEDER. Donc ce n'est pas le fonds social européen, c'est le fonds européen de développement régional, qui est donc le fonds FEDER, qui est sur le programme opérationnel qui dure jusqu'en 2013 normalement, mais qui en fait va durer jusqu'en 2015. Nous sommes le service instructeur sur ces fonds-là, qui ont de nombreux usages, mais dans le programme opérationnel, il y a un axe spécifique, recherche, développement et innovation, qui a pour vocation à aider notamment les PME à développer des projets d'innovation. Et il y a besoin d'un vrai soutien des pouvoirs publics pour aller chercher ces fonds européens, notamment eu égard à la réglementation des aides d'État qui est assez développée dans le domaine. Et bon, je pense qu'on pourra revenir plus sur les détails de l'utilisation de ces fonds-là dans l'échange par la suite. Juste un petit mot pour revenir pour abonder dans le sens de ce qu'avait dit M. Rousseau sur le crédit impôt recherche, puisque c'est là, on n'est pas sur un dispositif de subvention, c'est pas un dossier à monter, enfin c'est un dossier à monter, mais tout le monde y a droit, les petites, les grosses entreprises, et c'est vraiment un effort très important que fait l'État à ce titre-là pour le soutien de l'innovation. Voilà. Et Laurent Machelin va vous dire un petit mot sur le rescrit fiscal qui a pour objectif de vous aider à sécuriser le crédit impôt recherche. Oui, donc sur le crédit d'impôt recherche, effectivement, on voit bien dans le métier qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui soit l'utilisent allègrement, soit ont peur du contrôle fiscal. Pour sécuriser un peu ce type de comportement et ce type d'entreprise, il existe un outil qui est le rescrit, qui est en gros une demande d'avis à l'administration sur l'éligibilité des dépenses ou des projets au titre du crédit d'impôt recherche. Est-ce que mes techniciens, est-ce que mes ouvriers sont éligibles au crédit d'impôt recherche? Est-ce que mon projet est bien de la R&D au sens du crédit d'impôt recherche? On pourra en revenir. Voilà, il y a le rescrit qui se fait auprès d'Oseo, auprès de l'administration. Après, avec la difficulté toujours de ce rescrit qui mériterait d'être amélioré, de se dire, quand c'est de la R&D et qu'on sait que c'est de la R&D, le rescrit n'est pas nécessaire. Quand on doute de la R&D du projet, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est stratégiquement gagnant de poser un rescrit, sachant que ce qu'on va mettre dans le dossier risque d'être un peu flou et que c'est toujours plus facile de dire non que de dire oui. Voilà, vous pouvez peut-être avoir vos avis en ayant ou pas déposé des rescrits. Oseo a sans doute aussi son avis sur le sujet. Moi j'ai le mien qui est un peu mitigé et qui mérite d'utiliser le rescrit avec attention, on va dire. Je vais conclure rapidement pour laisser la place aux questions et laisser une petite demi-heure d'échange et de questions-réponses. Juste en citant une petite liste qui pour moi illustre 2 points. Oseo, Nuveo, Novalog, ADR, Scénari, H2NE, PCRD, PTZI, ADI, PPA, CDP, FUI, CIR, JEI, PSPC, j'en passe et des meilleurs. Premier point, oui, il y a du soutien à l'innovation en termes de réseau, en termes d'acteurs, d'organismes, de dispositifs financiers. 2, si vous n'avez pas compris tous ces termes, si vous ne savez pas ce que signifient tous ces termes, il y a des acteurs qui le savent. Il ne faut pas hésiter à vous faire accompagner, à ne pas rester seul dans votre coin en cherchant désespérément qu'est-ce qui pourra financer votre projet. Faites-vous accompagner par des institutionnels, des pôles de compétitivité, des acteurs régionaux, par des acteurs privés comme nous. Enfin voilà, j'en suis un exemple. Tous ces termes me parlent, on les connaît, on oriente, on est complémentaires entre institutionnels et acteurs privés et on permet de financer les projets. Le but étant, et ça c'est un peu le discours qu'on martèle lors de nos formations sur le financement de l'innovation, c'est le chef d'entreprise doit se concentrer sur le business. Business, business, business. Thierry Bapin disait tout à l'heure, le premier financement de l'innovation doit venir par le chiffre d'affaires. Après, il y a des outils complémentaires
concentrez-vous sur l'activité. Il y a des acteurs et des accompagnants institutionnels ou privés qui vous accompagnent sur ce soutien au financement de l'innovation. Voilà, maintenant je vous laisse la parole. N'hésitez pas à poser des questions, toutes les questions pour les intervenants qui sont présents ici et qui représentent une palette large de tous ces soutiens. Bonjour, Donatien Roger. Je suis intéressé par beaucoup de choses et notamment j'ai appris une chose, c'est la mise à disposition de cadres dans le cadre de programmes de revitalisation. Alors je voulais savoir comment ça se passe concrètement. Est-ce que les cadres qui viennent de tels constructeurs, par exemple, sont volontaires? Est-ce qu'on les mute automatiquement? Est-ce que c'est eux qui décident? Quelle est la confidentialité? Combien ils peuvent rester de temps dans l'entreprise? Et est-ce qu'ils auront une obligation de confidentialité qui sera respectée? Parce que quand ils retourneront chez eux, on n'a pas forcément envie qu'ils dévoilent tout ce qu'ils ont pu voir chez telle autre entreprise. Oui, je l'imagine assez bien. Pour être tout à fait clair, ce dispositif de mise à disposition de compétences, ce n'est pas un droit de tirage. Hein. On ne lève pas la main en disant « moi j'ai besoin de 30 heures de cadre pour accompagner mon projet ». On est sur un projet de développement avec des difficultés qui ont été identifiées par le cabinet ou l'opérateur qui a été désigné dans la convention de revitalisation comme justifiant la mobilisation de la convention de revitalisation et la mobilisation de dispositifs mis à disposition de compétences. Alors, ça, c'est déjà un premier point. Deuxième point, ça se décline en une autre convention qui est une convention de prêt de main-d'œuvre, à but non lucratif, bien évidemment, entre l'entreprise assujettie à l'obligation de revitalisation et celle qui aura été désignée comme étant bénéficiaire de cette mise à disposition de compétences. Tout va se négocier dans le cadre de la convention, cette obligation de confidentialité, bien évidemment, mais aussi le volume de la mise à disposition de compétences. On ne peut pas imaginer qu'il y ait de temps moyen passé. Il y a un besoin et il y a un accompagnement possible d'une compétence clé, souvent technique, même quelquefois y compris juridique, hein, pour travailler à la documentation sur un projet export, par exemple, documenter en prévision d'un salon, ça ne s'invente pas quand on est chef d'une PME et a fortiori d'une TPE, et on a besoin de ces compétences-là, quoi. Donc tout va se décliner dans la convention qui sera passée entre les deux entreprises, y compris en termes de volume et bien évidemment de confidentialité, mais je pense que ça tombait un peu sous le sens. Mais vous avez raison de le soutenir. Oui, je voulais prendre la parole parce que je m'aperçois qu'on a tous collectivement oublié de dire un mot quand même, un acronyme supplémentaire. Je crois que personne ne l'a dit. C'est BPI. Je ne sais pas si quelqu'un l'a dit. Non, bah, il faut quand même le dire. Évidemment, là, on est dans un moment qui est le moment de Big Talent, mais c'est pas à la région de faire la promotion de politique nationale, mais je pense que tout le monde a à l'esprit qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été annoncées pour soutenir la compétitivité de l'appareil productif français. Grand mal français, c'est quand même le déficit du commerce extérieur, notamment 70 milliards, et même si vous enlevez le coût de l'énergie, on est quand même sur un déficit qui est allé en s'aggravant de manière drastique ces dernières années. Et dans ce programme, ce pacte pour la compétitivité en France, il y a un certain nombre de mesures, et il y en a une qui concerne spécifiquement les régions, donc je focalise mon intervention là-dessus, qui est la création, qui était, je crois, le premier engagement de François Hollande, d'une banque publique d'investissement. On est au cœur du sujet. Alors, le détail, comment ça va fonctionner, etc., est trop tôt pour en parler. Si j'ai bien compris, ça doit quand même être mis en œuvre assez rapidement, dans les prochaines semaines ou prochains mois, en tout cas pour être opérationnel en 2013. Soutien à l'innovation sera évidemment au cœur du sujet. Rationalisation, parce que là on voit bien, hein, vous l'avez cité, hein, il y a quand même beaucoup d'acteurs. Je rappelle le chiffre que j'ai donné tout à l'heure, seulement 10% au niveau national des entreprises mobilisent
les outils à disposition, ce qui prouve bien qu'il y a un effort de simplification et de rationalisation à faire, et la BPI a vocation à y contribuer. Donc je voulais prendre l'opportunité de le dire parce que c'est une belle illustration de comment la puissance publique au niveau national et local peut essayer de s'agréger pour aider au développement de l'appareil productif en France pour l'emploi. Moi, je vais poser une question en fait à Jérôme Rousseau d'Oseo, juste pour présenter un cran plus le prêt à taux zéro pour l'innovation qui est entre guillemets finalement assez récent et qui apporte énormément d'avantages par rapport aux produits qui pouvaient exister en termes de financement ou d'avance remboursable pour innovation. Le premier avantage là on rentre un peu dans la technique de financement puisqu'on est dans les boîtes à outils Oseo que j'ai rapidement décrit tout à l'heure, mais l'esprit était bien de vous dire qu'il y avait chez Oseo, pour un projet innovant, un certain nombre d'outils pour qu'on puisse vous accompagner à chaque stade d'avancement du projet. Ça, c'est ce qu'il faut bien retenir, c'est cette idée-là. Après, lorsqu'un chef d'entreprise, un créateur arrive chez Oseo, il nous présente son projet, et c'est à nous de regarder dans notre boîte à outils qu'est-ce qui est le plus adapté par rapport à la problématique à laquelle se pose le chef d'entreprise. Alors, vous faites référence en fait à l'évolution de l'offre de la gamme d'intervention d'Oseo, qui était essentiellement basée jusqu'à présent sur de la subvention pure et de l'avance remboursable à taux zéro en cas de succès. Puis est venu se greffer récemment le prêt à taux zéro innovation. Donc on voit une évolution de la gamme. D'abord, pourquoi une évolution ? Il faut qu'on se dise, c'est que les ressources sont rares. La subvention est extrêmement consommatrice de ressources, puisque, par définition, on n'est jamais remboursé d'une subvention qu'on a attribuée à une entreprise. Donc, il restait l'avance remboursable en cas de succès à taux zéro. Mais il restait, en termes de consommation de ressources, le fait qu'il y avait une partie de l'échec commercial ou technique qui était déclaré par l'entreprise, qui faisait qu'on n'était pas remboursé de l'aide qu'on avait attribuée à l'entreprise. Alors que nous étions parfois, souvent, dans des entreprises qui étaient en bonne santé financière et qui auraient pu avoir une capacité de remboursement de ce projet et qui, quelque part, n'avaient pas, je dirais, subi de dommages trop importants par rapport au financement d'un projet qui n'avait pas complètement abouti, sachant qu'il ne reste jamais rien d'un projet innovation. Il faut bien avoir conscience, c'est-à-dire que quand on se lance dans un projet innovant, même si, in fine, on considère qu'il y a un échec technique, un échec commercial, il ne reste jamais rien. L'entreprise, souvent, elle rebondit et elle en fait quelque chose. Donc, est née l'idée de faire un prêt à taux zéro innovation, remboursable en tout état de cause. Ce qui permet d'une part d'être moins consommateur de ressources publiques, puisqu'on peut rentrer dans un cycle où on est remboursé, et donc les prêts qui sont remboursés sont de nouveau réutilisés pour financer de nouveaux projets, donc c'est moins consommateur. Et en contrepartie, puisqu'il y avait plus ce partage de risque, je dirais, avec l'entreprise qui existait dans l'aide à l'innovation classique, on a des possibilités d'intervention supérieures. C'est-à-dire que là où on avance remboursable, je prends la technique, mais on aurait été à 25, 30, 40% de financement d'un projet, on dit à l'entreprise, certes, on ne partage pas le risque complet avec vous puisque c'est remboursable en toute état de cause, par contre, on va vous financer beaucoup plus. On va aller jusqu'à 50%. Donc voilà l'évolution de la gamme de produits d'intervention d'Oseo. Je passe derrière le fait que c'est beaucoup plus souple à mettre en place, c'est plus simple, c'est plus facile pour nous et surtout pour les entreprises. Je vais juste compléter avec deux choses qui sont aussi importantes, notamment pour les PME, les startups qui ont d'énormes besoins de trésorerie au stade initial. Il y a deux choses sur ce dispositif qui est intéressant. C'est que, la totalité du prêt est versée en cash dès l'acceptation du dossier. 2, ça ne s'impute pas sur le crédit d'impôt recherche. Et donc, vous pouvez bénéficier à la fois du prêt à taux zéro pour innovation et d'avoir le cash immédiatement, et ensuite de bénéficier du crédit d'impôt recherche pour les dépenses qui seraient éligibles à la R&D, même couvertes par le prêt à taux zéro. D'autres questions ?
s'il n'y a pas trop de questions, j'aurais voulu avoir plus de précisions sur le crédit impôt recherche, en fait, qui est un dispositif que je connais personnellement très peu. Et puisqu'il n'y avait pas trop d'autres questions, je me disais que c'était peut-être l'occasion de le partager avec tout le monde. Merci. Je vais peut-être vous répondre. En fait, le crédit d'impôt recherche, donc on disait, c'est le principal outil de financement. À la différence des aides publiques, subventions, ce genre de choses qui sont un peu discrétionnaires et où le projet doit être présenté en amont et être accepté, le crédit d'impôt recherche, déjà, le premier point, c'est déclaratif. Vous avez des dépenses, vous considérez qu'elles rentrent dans le cadre du crédit d'impôt recherche parce qu'elles sont éligibles, parce que le projet est de la R&D au sens du crédit d'impôt recherche. Vous déclarez, en même temps que vous déclarez votre relevé de résultats, vos comptes, vous déposez vos comptes, etc. Et dans vos comptes, vous déclarez du crédit d'impôt recherche qui vient s'imputer sur votre impôt. Voire, même quand vous êtes en phase de création d'entreprise, où vous n'avez pas forcément de chiffre d'affaires, pas forcément d'impôt, ce crédit d'impôt recherche peut vous être remboursé directement. Donc quand on parle de soutien, c'est vraiment obtenir un crédit d'impôt, un montant en cash, de la trésorerie qui vient après avoir fait vos dépenses de recherche et développement. Et c'est un taux qui va généralement entre 30 et 40%, qui s'adresse à certaines natures de dépenses, mais essentiellement des natures de dépenses de personnel, d'immobilisation ou de sous-traitance auprès d'acteurs privés ou publics, pour faire court. Est-ce que c'est suffisamment clair? Je pourrais en disserter pendant des heures. Oui, une dernière question concernant Oseo. Pour une entreprise qui démarre, qui n'a pas beaucoup de fonds propres, Oseo peut intervenir sur certaines de ses offres ou pas du tout? Puisque j'ai cru comprendre qu'un sine qua non pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre de services ou de produits Oseo était d'avoir l'équivalent en fonds propres. Tout à fait, oui, ça reste une règle fondatrice de nos interventions, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'accompagner, de partager le risque avec un entrepreneur, mais de ne pas s'y substituer. Pour qu'il y ait partage de risque, il faut bien qu'il y ait deux personnes qui prennent un risque. Donc l'idée, bien sûr, de nos interventions, c'est que là où l'entrepreneur met 1 euro, eh bien nous, on est capacité à mettre également 1 euro, mais pas plus. Parce qu'une fois encore, on ne peut pas se substituer à la prise de risque, sinon, quelque part, on est sur des fonds publics. L'État, dans ces cas-là, pourrait lui-même, dans ces cas-là, financer le projet. L'idée, c'est de dire, vous prenez un risque, on va prendre le risque à vos côtés. Sur la partie aide à l'innovation, je parle. Sur les autres dispositifs d'Oseo, on peut avoir des effets de levier sur les fonds propres mis par l'entrepreneur, mais sur la partie purement aide à l'innovation, on est plafonné au niveau des fonds propres mis en place par le créateur ou l'entreprise elle-même. Et vous êtes pleinement conscient du fait qu'aujourd'hui, notamment en France, on manque crucialement de fonds d'amorçage, de fonds privés d'amorçage. Alors, d'où ce problème de cette vallée de la mort dans lequel se trouvent pas mal d'entreprises ou de jeunes entreprises aujourd'hui, et notamment des entreprises innovantes, qui, ne pouvant, à défaut de trouver des fonds d'amorçage, ne pouvant pas non plus s'adresser à Oseo parce qu'ils n'ont pas ces fonds propres, je dirais minimum, ont de grosses difficultés à poursuivre leur activité. Je vais passer la parole après au vice-président de la région, M. Meyer-Rossignol. 2 remarques par rapport à votre question. La première, je crois que il faut quand même qu'on se le dise. C'est illusoire aussi de vouloir partir sur un projet d'entreprise sans un minimum de fonds propres. Dire l'entreprise à 1 euro, c'est bien, mais quand on n'a pas d'argent dans la caisse, on ne peut pas investir. On peut pas, les dispositifs publics ne sont pas là pour se substituer à la prise de risque privée. Parce que qu'est-ce qui se passe? Je prends l'exemple, voilà, j'ai 1 euro, très bien, Oseo met 100 000 euros d'accompagnement, etc. Si ça se passe bien, qui gagne dans l'histoire?
celui qui a mis 1 euro, parce qu'il n'est pas pris de risque, et au final, il a les bénéfices de la réussite. Alors on me dirait, nous, en établissement public, on va avoir un gain parce que la création d'emplois, on est d'accord, etc., etc. Mais on reste bien sur l'idée d'un partage de risque. Et il faut bien, pour une entreprise, pour qu'il y ait un fonctionnement normal, qu'il y ait un minimum de fonds propres. De toute façon, derrière, s'il n'y a pas de fonds propres, vous ne trouvez pas de prêt bancaire, vous ne trouvez pas d'accompagnateur financier pour pouvoir vous aider à financer votre projet. Et puis sur la partie que vous évoquez sur la vallée de la mort, il y a des solutions qui sont en train de se mettre en place. Je parlais tout à l'heure du prêt participatif d'amorçage, on est clairement dans ce sujet-là. C'est-à-dire que l'entreprise n'est pas encore en phase de maturité technique et commerciale suffisamment avancée pour pouvoir lever des fonds auprès d'investisseurs privés ou publics. Et grâce à ce prêt, qui est un prêt sans garantie personnelle, c'est-à-dire qu'on ne demande pas aux dirigeants de se porter caution, on ne prend pas de garantie non plus sur l'entreprise, c'est-à-dire qu'on est vraiment sans filet. On est sans amortissement du capital pendant 3 ans, c'est-à-dire qu'on remet vraiment à très loin le remboursement de ce prêt pour justement aider l'entreprise à sortir cette vallée de la mort, à lui redonner du souffle pour qu'elle puisse se remettre à démarrer et aller jusqu'au marché, jusqu'à la mise en œuvre de son projet. Voilà, donc il y a des solutions, mais tout ne peut pas venir de la puissance publique. Il faut bien que nous sommes là pour accompagner l'investissement privé. Nous sommes là pour l'aider à avancer, pas pour s'y substituer. Je vais laisser la parole sur la partie amorçage à... Non, je voulais compléter sur ce point-là parce que j'étais venu il y a 2 ans pour une table ronde qui était similaire à celle-ci, pour la première édition de Big Talent. Et on avait parlé là aussi des outils que la puissance publique met en place, et en particulier de la région. Et à l'époque, j'avais évoqué un projet qui, à l'époque, n'était qu'un projet de mise en place justement d'un fonds d'amorçage. Alors, c'est différent du prêt participatif d'amorçage. Le prêt, c'est un prêt, hein, qui est soumis à certaines conditions et qui sont très avantageuses, que vient de rappeler M. Rousseau. Mais l'idée qui était discutée à l'époque, donc il y a 2 ans, c'était plutôt comment renforcer le capital d'une entreprise par ce qu'on appelle, dans la phase qu'on appelle effectivement l'amorçage. Je sais que vous connaissez ça bien, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est toujours cette problématique de renforcer le capital à un moment où, effectivement, et en plus dans le contexte économique actuel, je suis obligé de le dire, mais les établissements bancaires ou les sociétés de capital risque, capital investissement, sont quand même pas... mon voisin dit euphorique, c'est un mot aimable, ne sont quand même pas, je vais dire, exemplaires. Bon. Il faut quand même le dire, je veux dire, sans faire de polémique. On est dans une situation économique extraordinairement difficile et on a besoin que, pour le dire de manière simple, tout le monde tire dans le même sens. Et moi, à titre, là c'est le politique qui parle, je trouve que c'est profondément dommageable qu'on soit dans une situation aujourd'hui où, je ne veux pas faire d'amalgame, de généralité abusive, mais on a des exemples très précis qui montrent qu'on a affaire à une raréfaction et à un renchérissement des conditions d'accès à l'argent par les établissements bancaires. Et en particulier pour les petites entreprises ou les entreprises de taille intermédiaire. Et ça, je suis désolé de le dire, mais c'est inacceptable. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le gouvernement met en place la BPI. Bon. Je reviens à mon fonds d'amorçage. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'était un projet. Aujourd'hui, c'est une réalité. On a mis en place la région, et je devrais dire d'ailleurs les régions, puisqu'on s'est mis à 4 régions, Pays de Loire, Haute-Normandie, Basse-Normandie et Bretagne, avec le Fonds national d'amorçage, le FNA, et des établissements privés, là pour le coup je les salue, qui ont fait le choix de jouer le jeu, de mettre en place un fonds d'amorçage. Et donc là on parle vraiment de capital. Donc concrètement, vous avez une société de gestion qui s'appelle, Vincent vous me corrigez, à chaque fois je me gourre, mais c'est Grand Ouest Capital... C'est ça, amorçage, bon, qui va recevoir des projets, et il y en a un certain nombre qui ont déjà été validés, qui sont aux normands, qui va les examiner, qui va les mettre au grill, évidemment, et qui va prendre une décision d'investissement. Alors, il faut dire les choses, c'est une prise de participation en capital, hein. Donc évidemment, c'est une décision du créateur d'entreprise qui n'est pas tout à fait la même que de contracter un prêt ou de faire d'autres choix. Mais en même temps, c'est effectivement un des outils utiles dans cette phase d'amorçage où effectivement c'est pas toujours simple de trouver de l'argent. Donc ça, c'était une demande qui avait été exprimée notamment à l'occasion de Big Talent il y a 2 ans. C'était un engagement que la région avait pris à l'époque et c'est un engagement qui est tenu aujourd'hui avec un outil qui est opérationnel. Il faut dire les choses de manière mesurée et humble. Évidemment que c'est pas la panacée, que tout le monde n'est pas éligible, que tout le monde n'est pas retenu à la fin pour des raisons diverses. Les sociétés de gestion disent oui, enfin la société de gestion va dire oui ou va dire non
en fonction de l'intérêt du projet, de la viabilité du projet, enfin bref, comme n'importe quel investisseur, à vrai dire. Mais c'est quand même un outil qui était manquant, un trou dans la raquette à l'époque, parce qu'effectivement, on avait déjà affaire à une certaine frilosité des établissements classiques. Et là, on voit bien tout le levier, en plus des autres outils que, en particulier Oseo vient de rappeler, mais qui ont été rappelés par tous les intervenants, on voit bien le levier que la puissance publique peut apporter quand le marché est défaillant. Eh bien, s'il n'y a plus de questions dans l'auditoire, il me reste à remercier l'ensemble des intervenants aujourd'hui pour la participation, les éléments échangés. J'espère que ça vous a apporté un peu plus d'éclaircissement sur tous les acronymes, les organismes et le soutien de vos projets, vos futurs projets ou ce qui tourne autour de l'innovation. Merci beaucoup et puis n'hésitez pas, on se tient peut-être quelques minutes à votre disposition si vous avez besoin.